Les États-Unis ont utilisé les femmes comme un outil. Ils ont fait un business du droit des femmes et aujourd'hui, c'est la mode du jour de parler de ces droits. Mais en réalité, ils n'ont jamais cru possible et ils n'ont jamais voulu que les femmes aient accès à la liberté. Remettre au pouvoir ces misogynes montre bien que les États-Unis n'ont jamais véritablement voulu instaurer un droit des femmes en Afghanistan. Aujourd'hui, la nuit est notre allié. Elle nous permet de quitter Kaboul discrètement. Sous ces burqas, nous ne sommes plus des journalistes occidentales, mais des femmes afghanes, conduites par 3 hommes, hors de la capitale. Au bout de la route, nous avons rendez-vous avec les talibans. Les islamistes armés combattent depuis 20 ans le pouvoir afghan et l'Occident. Nous évitons les barrages de l'armée. Nous roulons dans l'inconnu. Kaboul est encore proche et des éclaireurs viennent à notre rencontre. Ils sont armés, c'est eux. Nous sommes dans le Wardak, l'une des provinces stratégiques du pays. Les talibans tiennent la région depuis 2009. En 10 ans, ils ont gagné du terrain. La guérilla contrôlerait aujourd'hui la moitié du territoire. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. Au lendemain des attaques du 11 septembre, les États-Unis éliminent Al-Qaïda et chassent du pouvoir les talibans, alliés du groupe terroriste. La coalition est large, les Européens y prennent part, l'OTAN est unie contre le terrorisme islamiste. Mais la victoire est en trompe-l'œil. Malgré la chute rapide de leur régime à Kaboul, les talibans ne rendent pas les armes. Leur contre-attaque commence en 2004. Attentats, embuscades, la guerre reprend. 250 000 Afghans et 3 500 soldats de l'OTAN sont tués. Prenant acte de cette impossible victoire militaire, l'administration Trump négocie. Au Qatar, un accord historique est signé avec les talibans le 29 février 2020. L'Amérique se désengage. We just signed an agreement. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time, after all these years, to go and to bring our people back home. We want to bring our people back home. En quittant l'Afghanistan, les Américains semblent abandonner le pays aux mains des talibans. Le pacte qu'ils concluent avec l'ennemi pourrait faire une victime, le peuple afghan. C'est loin des montagnes de l'Hindu Kush que s'est joué le destin afghan. En plein désert, à Doha, capitale du Qatar.
Américains et talibans y ont négocié pendant plus d'1 an les conditions du retrait occidental. Suhail Shaheen est le porte-parole des talibans depuis que la guerre a éclaté en 2001. Fin diplomate, il a été l'un des artisans de l'accord. Dans l'accord de paix, il y a 4 axes. Le premier est le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Donc toutes les troupes. Oui. Le deuxième, ne permettre à personne d'utiliser notre pays contre les États-Unis et ses alliés. Troisièmement, commencer des négociations inter-afghanes. Et enfin, se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez vraiment faire en sorte que Al-Qaïda ne soit plus en Afghanistan dans le futur? Nous avons promis dans l'accord de paix qui a été finalisé et conclu que nous ne permettrons à personne, sous aucun prétexte, d'utiliser le sol afghan contre les États-Unis et les autres pays. Pour légitimer l'accord, des observateurs ont été invités. Venus de 30 pays, ils ont assisté à cette signature cruciale, première étape vers cette paix que chacun espère. Parmi eux, Barnett Rubin. Ancien diplomate américain, il militait depuis longtemps pour l'ouverture de négociations directes avec les insurgés. L'échec de la guerre en Afghanistan a été de ne pas parler plus tôt directement avec les talibans. Après une offensive éclair, les talibans étaient d'accord pour faire une trêve avec le nouveau gouvernement d'Hamid Karzai, mais les États-Unis ont mis leur veto. Ça, c'était une erreur. Et lorsque j'étais au gouvernement, tous mes efforts en tant que diplomate ont été consacrés à corriger cette erreur. Et donc ça a pris 18 ans et des milliers de morts pour faire ce qui aurait dû être fait en 2001. C'est ce que je crois, oui. Vous pensez que l'on peut faire confiance aux talibans? Les négociations entre ennemis ne sont jamais basées sur la confiance. Elles sont basées sur le fait de trouver une solution qui soit dans l'intérêt des deux parties. Le président Trump a été clair depuis très longtemps sur le fait que la sécurité des États-Unis doit désormais se concentrer sur les conflits avec d'autres pays, en particulier l'Iran et la Corée du Nord, et plus vraiment sur le terrorisme. Les talibans, eux, ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas se battre avec les États-Unis. Ils veulent juste que les Américains partent. Ils veulent mettre fin à ce qu'ils appellent une occupation de l'Afghanistan. Mais ils veulent que cela soit fait d'une manière négociée qui résout les problèmes entre eux et les États-Unis. La guérilla a imposé son agenda. Pour ces combattants, cet accord historique sonne comme une victoire. Mais ils gardent l'arme au pied. Dans le Wardak, pas un jour sans accrochage avec la coalition. Après quelques vérifications de sécurité, ils nous escortent jusqu'à leur chef. Il a préparé son discours et sa mise en scène. Cette arme appartient aux esclaves des Américains. Nous leur avons prise lors des combats. Et maintenant, nous les tuons avec. Nous avons donné une leçon aux Américains. Notre génération a commencé le djihad, mais si nous mourons, une autre prendra le relais. Elle continuera le combat jusqu'à ce que les Américains partent véritablement d'Afghanistan. Les talibans revendiquent la victoire militaire.
Ils affirment aussi avoir conquis les cœurs et les esprits. J'ai accepté votre présence aujourd'hui car les journalistes diffusent en continu la propagande du gouvernement de Kaboul. Mais personne ne s'intéresse aux pauvres habitants de ce pays qui souffrent. Impossible de circuler librement. Nous sommes encadrés pour aller dans les villages rencontrer les habitants. La région est régulièrement bombardée par les avions de la coalition. Et des expéditions punitives y sont menées par des groupes armés affiliés aux Américains. Les civils sont pris entre deux feux. Il y a 2 mois, ici tout a été détruit. Par exemple, cette maison-là, c'était la cuisine. Et là, il y avait une chambre. Là, c'était des tables pour les animaux. Et dans une autre maison à côté, 2 enfants sont morts. C'est la chambre dans laquelle les 2 enfants sont morts. Ils nous avaient bandé les yeux et attaché les mains, comme ça. Nous, ils nous ont fait sortir, mais les enfants sont restés ici. Ils dormaient encore. Une fois que nous nous sommes retrouvés dehors, ils ont bombardé la maison. Les enfants sont morts enterrés sous les décombres. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui enterre nos enfants, nos garçons et nos filles. Nous ne voulons pas d'une telle vie. C'est une vie de martyr. « 2019 a été l'année la plus meurtrière de ce conflit. Il pousse les civils à l'exode. 440 000 Afghans ont dû quitter leur foyer dans les 12 derniers mois. Ils se réfugient pour la plupart dans les grandes villes, comme Kaboul. La capitale s'entoure d'une ceinture de bidonvilles. 52 camps au total. Les déplacés s'y débattent contre la misère. Ali est arrivé il y a 3 mois avec sa famille. Ce jour-là, il y avait des combats et les gens s'enfuyaient de tous les côtés. Ils couraient dans les rues, dans la rivière. C'était vraiment un jour horrible. Ça tirait de partout et on ne savait pas qui nous visait. Les talibans, le gouvernement ou les Américains. Il est tombé, je l'ai mis sur mon dos. Il fallait que je l'emmène vite dans un endroit sûr et que je revienne pour prendre les autres enfants. On ne savait pas qui était blessé, vivant ou mort. Et que s'est-il passé avec son œil ? Plus tard, je l'ai emmené à l'hôpital. Son œil était totalement abîmé. Il était crevé. Les docteurs le lui ont enlevé. Il disait que s'il le gardait, ça allait infecter l'autre aussi. Tout ce que nous voulons, ce sont des dirigeants qui nous apportent la paix et la sécurité, qui respectent les musulmans et l'Afghanistan. On ne veut plus de ceux qui sont venus pour détruire nos maisons, notre pays. Les alliés d'hier sont devenus les opposants d'aujourd'hui. Hamid Karzai
a été nommé président avec le soutien des Occidentaux en 2002. Au début, quand les Américains sont venus au lendemain du 11 septembre, après la tragédie qu'ils ont connue, je voulais que les États-Unis soient nos alliés. Mais ils ont commencé à ignorer nos avertissements quand on leur disait qu'ils ne devaient pas faire du mal au peuple afghan au nom de leur combat contre l'extrémisme et le terrorisme, qu'ils ne devaient pas bombarder les maisons ou les villages afghans. Ils ont ignoré tout cela et ils ont fait de plus en plus de mal en Afghanistan. Ils ont créé de plus en plus de colère. Les gens étaient pourchassés jusque dans leurs maisons au nom de la guerre contre les talibans. Vous ne considérez plus vraiment les États-Unis comme des alliés? Aujourd'hui, alors que les Afghans meurent et que nos maisons sont bombardées? Non, pas du tout. Sortir du bourbier afghan fait aujourd'hui consensus jusqu'aux États-Unis. Le bilan humain est lourd. 2400 soldats morts et 20 000 blessés. Depuis 2001, le front afghan a coûté plus de 2000 milliards de dollars aux contribuables américains. Le montant dépensé en Afghanistan est, pour la reconstruction seulement, de plus de 132 milliards de dollars. Donc, pour que votre public comprenne, c'est plus que ce que nous avons dépensé pour le plan Marshall destiné à la reconstruction de la totalité de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Voilà à quel point c'est important. Au Congrès, depuis plusieurs années, John Sopko alerte sur les erreurs commises par l'administration américaine. La corruption incontrôlée en Afghanistan a sapé les objectifs stratégiques des États-Unis. Et malheureusement, nous avons contribué à favoriser cette corruption. Depuis le début du conflit, 30% de l'argent dépensé par les États-Unis aurait été détourné. Plus de 40 milliards de dollars volatilisés. Nous avons dépensé trop d'argent, trop vite, dans un pays trop petit. Et ceci a causé, ou tout au moins encouragé, la corruption. La plupart des universitaires vous diront qu'un pays en voie de développement peut absorber de 13 à 30% d'aide internationale. De leur PIB? Oui, de 13 à 30% maximum de son PIB. Et ce qui s'est passé, pour que vous compreniez bien, ce soir, quand vous rentrez chez vous, allez dans votre cuisine, prenez une éponge et commencez à verser petit à petit de l'eau. L'éponge va la retenir jusqu'à ce qu'elle atteigne sa capacité maximale d'absorption. Et à partir de là, l'eau va se répandre partout dans votre évier. C'est exactement ce qu'on a fait en Afghanistan. La plupart de ces 18 dernières années, le montant que les États-Unis seuls accordaient à l'Afghanistan dépassait 100% de leur PIB. Alliés des Américains lors de l'offensive de 2001, les Européens ont aussi largement contribué au soutien financier de l'Afghanistan. Entre 2004 et 2017, ils ont donné plus de 14,5 milliards d'euros d'aide au développement. C'est pas tous les jours en Afghanistan qu'il y a des opportunités comme celles qui existent aujourd'hui, qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent. On l'a déjà vu début des années 2000, on a raté l'opportunité. Eh bien, on s'est retrouvé 17 ans plus tard avec une situation qu'on devait récupérer et qu'on est en train de récupérer maintenant. Kofi Annan lui-même, quand il était secrétaire général des Nations Unies, disait toujours « Si vous voulez faire la paix, il faut serrer la main même avec le diable ». Officiellement, la mission de l'OTAN en Afghanistan est terminée depuis 2014. La plupart des pays ont retiré leurs troupes. Mais il reste encore 5000 soldats européens. Ils assistent l'armée afghane. L'insécurité, la guerre en Afghanistan, à quoi ça mène? Ça mène à beaucoup de pauvreté qui entraîne de l'immigration illégale. Un autre effet, c'est le terrorisme. Toutes nos capitales européennes ont été frappées par le terrorisme. Un pays qui est en instabilité structurelle comme l'Afghanistan peut être un terrain
assez fertile pour des groupes terroristes qui voudraient s'organiser et lancer des attaques sur des territoires un peu plus éloignés. Donc oui, nous avons intérêt à de la sécurité en Afghanistan pour avoir de la sécurité à divers niveaux en Europe. Les voisins asiatiques de l'Afghanistan pressent eux aussi pour une solution négociée. Le pays est l'épicentre d'enjeux stratégiques majeurs, économiques, géopolitiques, sécuritaires. Il est encerclé par des puissances qui détiennent ou sont en passe de détenir la bombe nucléaire. Longtemps, elles ont alimenté le conflit afghan. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Même la Russie, après avoir soutenu l'intervention américaine au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, accueille à son tour les talibans pour des négociations interafghanes. Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. La Russie s'est inquiétée du fait que, 1, les États-Unis n'arrivaient pas à éliminer le terrorisme, et 2, qu'ils semblaient construire des installations pour une présence militaire permanente dans la région. La Russie a perçu tout ça comme une tentative d'encerclement de la part des Américains. Les tensions entre les États-Unis et la Russie n'épargnent pas le destin afghan. Le professeur Samuel Ramani est un spécialiste du monde russe. Ce qu'ils veulent, c'est la défaite morale des États-Unis. Les Russes désirent la même issue que pour la guerre du Vietnam. Les Américains se sont battus pendant 18 ans et leur défaite montre que l'unilatéralisme, les changements de régime, l'utilisation de la force, le fait de vouloir remodeler les pays à leur image, tout cela n'est pas souhaitable. Les Russes veulent dissuader les Américains de mener d'autres interventions de ce type, particulièrement au Moyen-Orient. Ils veulent contrer ce prosélytisme démocratique des États-Unis. Et la défaite en Afghanistan est un moyen efficace de montrer que tout cela est fini. Chacun des acteurs cherche à s'imposer comme arbitre. Après la Russie, la Chine invite les talibans à l'été 2019 pour une rencontre officieuse. La Chine a un intérêt à la stabilité de la région à cause de son projet des routes de la soie. C'est le projet de politique étrangère le plus ambitieux du président Xi Jinping. Il dépend de la capacité de la Chine à réaliser des investissements majeurs en Asie centrale, particulièrement au Pakistan. Et l'instabilité et le terrorisme en Afghanistan sont une menace pour ce projet. Il pourrait y avoir entre 1 et 3 000 milliards de dollars de minéraux, particulièrement des terres rares inexploitées en Afghanistan, qui se trouvent sous contrôle taliban. Voilà pourquoi la Chine négocie en même temps avec le gouvernement et les talibans. Une des raisons pour laquelle ils veulent à ce point la paix, c'est que les talibans seront reconnus comme une puissance légitime. Alors les Chinois pourront exploiter facilement toutes ces ressources sans peur de violer le droit international. Ils veulent la paix pour percevoir leur argent. Exactement, ils veulent la paix pour récolter leur investissement. L'argument du commerce et des affaires plaide pour un cessez-le-feu. Mais la paix se refuse pour l'instant. La spirale de la violence décourage les donateurs. Or, le pays vit sous perfusion étrangère. Depuis 2014, l'aide américaine a baissé de moitié. Pour comprendre la dépendance de l'Afghanistan, il faut se rendre à Jalalabad, dans l'est du pays. À l'hôpital, le service pédiatrique accueille les enfants souffrant de malnutrition. Il est débordé. Le service ne fonctionne qu'avec l'aide de l'UNICEF. Matériel médical, médicaments et même repas. Bientôt, tout pourrait s'arrêter.
Cette année, la section nutrition de l'UNICEF a cherché désespérément un donateur international pour nous aider à financer l'hôpital. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à en trouver un. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'après 2020, si on n'en trouve pas, si la communauté internationale ne donne pas d'argent, nous ne pourrons plus fournir de médicaments à cet hôpital. Ne t'inquiète plus de rien, d'accord? Mais elle ne se sent pas bien. Je sais, mais on va la soigner, ne t'en fais pas. Somaya a 18 mois. Sa mère a du mal à la nourrir. Les bombardements ont jeté cette famille sur les routes. Est-ce que vous lui avez déjà donné du lait? Non. À la naissance, est-ce que vous lui avez donné le sein? Oui. Depuis quand avez-vous arrêté de lui donner le sein? Depuis 1 semaine. Depuis 1 semaine, elle a arrêté de la nourrir au sein, c'est pour ça que la petite souffre de malnutrition. Ici, nous sommes pauvres. Quand elle est née, je n'ai pu m'acheter qu'un petit morceau de viande. Mais même avec ça, je n'ai pas fabriqué de lait. J'ai tellement pleuré. Et puis finalement, j'ai réussi à lui acheter un peu de lait 1 ou 2 fois. Mais c'est pour ça qu'elle est dans cet état, à cause de notre pauvreté. Mon mari n'a pas de travail. Ça fait 7, 8 ans que je travaille ici et j'ai vu le nombre d'enfants souffrir de malnutrition augmenter quotidiennement. La mère souffre elle-même de malnutrition quand elle est enceinte, car elle n'a pas accès à suffisamment de nourriture. Ajoutez à tout cela les combats dans la région et tous les problèmes qui en découlent. Ce jour-là, un enfant est mort. Une petite fille âgée de quelques mois. 2 millions d'enfants afghans souffrent de la faim. Loin des grandes tractations internationales, les plus vulnérables payent le prix de la guerre. Dans l'opinion, le désespoir et l'urgence d'en finir balayent les anciens tabous. Les talibans font depuis toujours partie de ce pays. Ce sont des fils de cette terre, ils sont afghans. On doit s'asseoir ensemble, on doit trouver un accord. Et on doit se libérer de l'ingérence et de l'exploitation des puissances étrangères. Les talibans ont exercé le pouvoir et ne l'ont jamais partagé. Ashley Jackson les côtoie depuis 10 ans. Spécialiste du groupe islamiste, elle parcourt l'Afghanistan et le Pakistan à la rencontre des insurgés. Ils veulent vraiment être vus comme un futur gouvernement. Ils ne veulent plus avoir une image de groupe terroriste, mais ils veulent être perçus comme un véritable mouvement politique. C'est pourquoi la question de la légitimité est importante. Parce qu'ils savent qu'on va leur permettre de prendre le pouvoir, de participer au gouvernement. Ça n'est pas juste leur puissance militaire qui compte, mais la façon dont ils s'intègrent dans la communauté internationale. C'est ça qui leur permettra de participer au gouvernement, de recevoir des financements et d'avoir des relations diplomatiques. À Kaboul, les habitants ont bénéficié de quelques avancées démocratiques depuis la chute des talibans en 2001. Leurs souvenirs hantent encore les rues et les esprits. Même ceux qui n'étaient alors que des enfants gardent en mémoire la dictature islamiste. Tu prends le pinceau d'abord. Quand tu prends la peinture, tu fais en sorte que ça ne tombe pas. Et tu peins en remontant. Comme ça. Pendant les 18 dernières années, des milliers d'entre nous sont morts. Juste pour quelques petites avancées. Donc j'espère que les Américains et les talibans, avec leur accord, ne vont pas compromettre ces progrès. En 2011, Omaïd Sharifi a monté le collectif Art Lord,
pour montrer au monde un autre visage de son pays. Les seigneurs de l'art défient les seigneurs de guerre. Ces murs de béton armés sont sur mon espace. Ça, c'est l'endroit où je marche tous les jours. Ils ont rendu ma ville moche. Elle ressemble à une prison. C'est pour ça que je suis là, pour mettre tout ça par terre. Alors tu vois ces deux personnages, fais en sorte qu'ils soient habillés en vêtements afghans. Ici, peindre, c'est résister jusqu'au sacrifice. L'an dernier, l'associé de Maïd est mort dans une explosion. Cet homme et cette femme seront des Afghans assis sur une grenade, parce que notre vie à Kaboul est si dure qu'elle peut se briser à n'importe quel moment. Toute cette partie représente les talibans, car à chaque fois qu'ils viennent parmi nous, ils se font exploser. À droite, il y a un poème célèbre qui dit que malgré les talibans, malgré la peur que nous inspirent les talibans, nous sommes toujours là, et en vie. Il dit littéralement « J'irai t'embrasser au milieu des talibans, et je n'ai pas peur de cela ». Voilà comment nous avons conçu toute cette peinture. Ramin Mazar, l'auteur du poème, a écrit ce texte en janvier 2019, au moment où les négociations avec les insurgés ont été rendues publiques. Peut-être qu'en France ou aux États-Unis, l'acte de s'embrasser est considéré comme un geste d'amour. Mais vu la façon de penser des talibans, ici, cela devient un acte politique, une forme de contestation. Pourquoi ? Parce que les talibans veulent instaurer un système totalitaire. Ils veulent dresser des murs entre nous. Ils veulent nous suivre jusque dans nos rêves, partout. Je veux que le peuple se pose des questions en voyant ce poème. Écrire est une forme de lutte. Et je pense que nous avons besoin de ce combat. D'autant plus que nous devons montrer aux talibans qu'au lieu de nous faire taire, nous pourrions cohabiter tous ensemble. Son poème est devenu l'hymne des jeunes de Kaboul. Des mots, remparts contre le retour de l'obscurantisme. Les femmes sont les premières concernées par ce combat pour la liberté. Farhanaz Forotan a lancé une campagne sur Twitter, #MyRedline. Chacun y trace sa ligne rouge en cas de retour au pouvoir des talibans. Nous souhaitons la fin de la guerre en Afghanistan. Nous n'en pouvons plus de cette guerre. Mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts à accepter la paix à n'importe quel prix. La seule chose qui compte pour les Américains, c'est qu'aucune attaque à leur encontre ne soit planifiée depuis l'Afghanistan. Mais les conditions dans lesquelles les gens vivent ici n'ont aucune importance pour eux. La seule chose qu'ils veulent, c'est dire officiellement que la guerre avec les talibans est terminée. C'est tout. Je ne qualifierai en aucun cas l'accord entre les talibans et le gouvernement américain d'accord de paix. Les États-Unis battent en retraite. Ils retirent leurs forces pour mettre fin à leur implication en Afghanistan. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça m'énerve d'entendre parler d'accord de paix alors qu'il n'y a aucune garantie qu'il apporte effectivement la paix. Dans leur accord, Américains et talibans évitent la question des droits humains. Le gouvernement et la société civile n'ont pas été invités lors des négociations à Doha. Les femmes non plus. L'accord entre les talibans et les Américains est une négociation, un échange.
C'est un jeu politique dans lequel les femmes afghanes, le peuple afghan et les gens qui ont été tués n'ont aucune place. Ils n'ont pas le droit de négliger les droits humains et ils n'ont pas le droit de parler avec les talibans à la place du peuple afghan. Je pense que les femmes ne doivent pas être les victimes des négociations de paix, parce que les femmes ont déjà été les victimes de cette guerre. Victimes d'un conflit dont elles étaient censées être les grandes gagnantes. L'Occident l'avait proclamé lors de l'offensive de 2001. Cette guerre allait être celle de la libération des femmes afghanes. As we drive out the Taliban and the terrorists, we're determined to lift up the people of Afghanistan. The women and children of Afghanistan have suffered enough. This great nation will work hard to bring them hope and help. Cette note confidentielle de la CIA a été révélée par Wikileaks. Intitulée « Encourager le soutien de l'Europe occidentale à la mission de l'OTAN ». Elle date de 2010. À l'époque, la guerre est à un tournant. Elle fait beaucoup de morts. L'ISAF, c'est le nom de la coalition, souhaite conserver le soutien des opinions publiques occidentales. La CIA recommande cette stratégie. Les femmes afghanes peuvent servir de messagères idéales pour humaniser le rôle de l'ISAF dans la lutte contre les talibans. Il faut créer des opportunités médiatiques pour que les femmes afghanes partagent leurs histoires avec des femmes françaises, allemandes et européennes. Cela aiderait à surmonter le scepticisme omniprésent en Europe de l'Ouest vis-à-vis de la mission de l'ISAF. Les femmes ont été une excuse pour cette guerre depuis le premier jour. On montrait les photos des femmes en burqa, le traitement cruel que leur réservaient les talibans, les exécutions dans les stades de foot, tout ce genre de choses. Elles sont devenues un prétexte pour la guerre. Les talibans sont des barbares, etc. Mais n'oublions pas que la burqa, l'obligation pour les femmes de porter la burqa, a été introduite par le gouvernement des Moudjahidines avant les talibans. Gouvernement financé et entraîné par la CIA. C'étaient nos alliés et nos amis. Donc les États-Unis ont été totalement hypocrites sur cette question. Les États-Unis ont utilisé les femmes comme un outil. Ils ont fait un business du droit des femmes et aujourd'hui, c'est la mode du jour de parler de ces droits. Mais en réalité, ils n'ont jamais cru possible et ils n'ont jamais voulu que les femmes aient accès à la liberté. Remettre au pouvoir ces misogynes montre bien que les États-Unis n'ont jamais véritablement voulu instaurer un droit des femmes en Afghanistan. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Selaï Ghaffar vit comme une prisonnière à l'intérieur de ces 4 murs. Protection dérisoire contre les menaces permanentes. Mais rien ne fait taire sa soif de justice, même pas la peur de la mort. Selaï parle haut et fort contre les Américains, les talibans, les seigneurs de guerre et les corrompus. Nous disons qu'au lieu d'aller se jeter aux pieds des talibs à Moscou, au Qatar et en Chine, au lieu de négocier avec ces gens-là, nous devons aujourd'hui venger le sang que notre peuple a versé. Impossible d'oublier l'époque des talibans, où les hommes étaient décapités en place publique et les femmes tuées pour crime d'honneur. Cette vidéo montre une scène particulièrement violente. Elle a été tournée au risque de leur vie par les féministes de l'association Rawa. En 1999, au stade de Kaboul, une femme est condamnée à mort par les talibans devant 30 000 personnes. Son crime, avoir tué son mari violent. Quand tous ces criminels misogynes me pointent du doigt parce que je ne porte pas le voile, je leur réponds « Vous avez violé les femmes quotidiennement. Vous les avez lapidées à mort. Vous avez coupé leurs nez et leurs oreilles.
Vous avez empoisonné les filles pour qu'elles n'aillent pas à l'école. Vous avez commis des crimes et des atrocités impardonnables envers les femmes de ce pays. Tous ces actes sont contre l'islam. C'est vous les infidèles. C'est vous qui devez être punis pour ce que vous avez fait. Pour faire de la propagande, certaines personnes font des accusations sans fondement à notre encontre et donnent une mauvaise image de nous à l'Occident, malheureusement. Si vous regardez les statistiques, cette année, il y a eu plus de 2000 faits de violence contre les femmes qui ont été comptabilisés, alors qu'à notre époque, il n'y en avait aucun. Vous êtes en train de dire que c'est pire d'être une femme aujourd'hui en Afghanistan Oui. que quand les talibans étaient au pouvoir? Oui, oui. Sous les talibans, le pays était fermé au regard. Pas d'ONG pour témoigner des violences faites aux femmes, pas de statistiques pour mesurer leurs souffrances. Nous voyons les femmes comme une partie importante de la société. Une société ne peut évoluer correctement sans leur participation active. Nous reconnaissons leur droit à l'éducation et tout ce qui va avec. Pour revenir au pouvoir, les talibans soignent leur image. Souhail Shaheen sait qu'il doit donner des gages à l'Occident. Est-ce que je pourrais aller à l'université? Oui. Est-ce que je pourrais être en classe avec des hommes? Oui. Il y aura une place pour les femmes à l'université, si elles portent le voile. Non, mais ma question c'est est-ce que je pourrais être assise en classe avec un homme professeur ou un camarade? Est-ce que ça sera possible? Alors deux choses. Quand vous demandez « est-ce que je pourrais aller à l'université ?» Oui. Deuxièmement, un comité de sages religieux siégera. Il va déterminer s'ils permettent aux femmes qui portent le voile d'être dans la même classe que les hommes, ou s'ils veulent qu'elles aillent dans une autre université, ou dans une classe à part. Tout ça sera décidé en temps voulu. Pour savoir ce qui attend les femmes, il faut retourner auprès des combattants, dans le Wardak. Dans cette province tenue par la milice, toujours escortée et surveillée par les talibans armés, nous nous mettons en quête d'une école de filles. Très vite, nous constatons que les écoles financées par les ONG étrangères ont été fermées. Il ne reste qu'une école ouverte pour les enfants âgés de 7 à 11 ans. Donc ça c'est 7 et là ça fait 8. Regardez bien, ils sont différents. Nassiri Masikoula enseigne ici depuis 8 ans. Il a vu les talibans prendre le contrôle de la province et de son école. Est-ce que les talibans ont changé certains des enseignements? Oui, bien sûr, ils les modifient. Ils nous ont changé une matière qu'ils ont transformée en éducation islamique. Et ils ont supprimé une matière appelée vie sociale. Ils nous ont dit que lorsque nous recevons les livres de la part du gouvernement, d'abord, eux doivent les vérifier, et ensuite seulement, ils nous autorisent à les enseigner. Nassiri Masikoula est toujours payé par l'État. Mais ce sont les talibans qui décident du programme. Dans les lieux contrôlés par les talibans, il n'y a plus d'école pour les filles.
ils les ont interdites. Avant, il y en avait, avec l'aide d'une association suédoise. Mais les talibans ont fermé ces écoles. Il y a véritablement un problème avec l'éducation des filles chez les talibans. En faisant des recherches sur le terrain, je n'ai pas pu trouver une école de filles après le primaire. Donc tout ce qui a existé s'est arrêté. Ça s'arrête au niveau de l'âge de la puberté. Et ça semble être la règle de facto des talibans, même s'ils disent qu'ils ne sont pas opposés à l'éducation des filles et même au fait qu'elles travaillent. La réalité est plus complexe et je pense qu'il y a une vraie différence de point de vue entre les diplomates de Doha et les soldats sur le terrain. Quand les talibans étaient au pouvoir, la musique était interdite. Les femmes ne faisaient pas de vélo. Est-ce que tout cela sera interdit de nouveau? Tout ce que le Coran permet sera possible. Mais tout ce qui est contre la charia sera interdit. En tant que musulmans, nous appliquerons le Coran à la lettre. Mais depuis 18 ans, les gens peuvent écouter de la musique. Ils ont pris l'habitude de vivre avec tous ces nouveaux droits. Mais comment allez-vous revenir sur tout ça en Afghanistan? Tout ça, on verra après. Dès qu'on arrivera au pouvoir, nous donnerons des droits pour les femmes et des droits pour les hommes. La formulation est volontairement vague. Mais certains Afghans savent à quoi s'en tenir. Ceux de Kunduz, par exemple. En 2015, puis en 2019, cette ville a été tenue pendant quelques jours par les talibans. Sedika est journaliste. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. La peur de leur retour est encore si présente qu'elle souhaite rester anonyme. Les talibans sont aux portes de Kunduz et même parfois, ils s'infiltrent à l'intérieur de la ville. Je veux être en sécurité et je veux continuer mon travail avec les autres femmes. S'ils savent qui je suis, ils vont venir me viser personnellement et me tuer. En 2008, Sedika et son mari montent une radio pour les femmes. Leur succès est immédiat. 80 000 auditrices écoutent ces émissions. Aujourd'hui, nous parlons de la vie des femmes à la lumière de Au la nom de loi Dieu, islamique. bonjour à vous tous. Bienvenue dans le programme Les femmes d'influence. Nous faisons une campagne pendant 16 jours contre les violences faites aux femmes. La radio nous a permis de transmettre des messages aux femmes. La plupart d'entre elles vivent dans des villages et sont illettrées. Elles n'ont pas été à l'école. La seule chose qu'elles font, c'est écouter notre radio. À travers nos programmes, c'est très facile de faire passer des messages. Au début, il y avait beaucoup de cas de violence, de mariage précoce ou forcé, de polygamie. Mais grâce aux médias à Kunduz et même dans tout l'Afghanistan, les mentalités ont évolué positivement et le nombre de cas a diminué. Depuis la chute des talibans, il n'y a jamais eu autant de médias en Afghanistan. La liberté de la presse est l'un des plus grands succès du gouvernement afghan, mais un acquis fragile, qui fait des journalistes des cibles. Quand les talibans sont rentrés dans la ville, ils sont directement venus attaquer notre quartier et la radio. Ils sont rentrés à l'intérieur, il était minuit. Il n'y avait que les collègues hommes qui travaillaient à cette heure-là. Quand les talibans les ont attaqués, ils ont réussi à s'échapper de justesse. Une fois que les insurgés ont pris le contrôle de la station, ils ont détruit tous nos équipements, ils ont tout brûlé. Je suis en colère parce qu'une fois que les talibans seront au pouvoir, ils vont nous priver de tous nos droits. Ils disent que les journalistes et les activistes mettent en œuvre une propagande contraire à l'islam. Est-ce que je pourrais critiquer les talibans si vous revenez au pouvoir?
Oui. Si vous les critiquez de manière positive, pour faire avancer la société de manière constructive, ce sera même bienvenu. Si vous les critiquez pour faire de la propagande, alors ce sera différent. La communauté internationale a tout de même un moyen de pression. Les talibans ont peut-être un agenda caché, mais ils auront besoin de financement. Sans aide extérieure, leur régime ne sera pas viable. Les talibans doivent bien se rendre compte que s'ils repartent dans la mauvaise direction, je ne sais pas si le gouvernement français continuera à aider un gouvernement afghan/taliban si les talibans maltraitent les femmes. Je ne sais pas si le Congrès américain le fera, ou même les Allemands. Les Afghans ne lèvent pas assez d'argent par eux-mêmes pour payer leur propre gouvernement. Ils lèvent entre 2 et 2,5 milliards de dollars chaque année en taxes. Leur armée et leur police coûtent 4 à 5 milliards de dollars. Ajoutez à cela quelques milliards pour le côté civil de leur action. Si on retire notre soutien économique, cela créera un problème majeur et menacera leur stabilité. Est-ce que vous avez peur que certains donateurs internationaux, comme les Européens par exemple, retirent leurs subventions au pays si vous arrivez au pouvoir? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous voulons fermer ce chapitre de guerre et en ouvrir un de coopération et de bonnes relations avec eux. Il faut qu'ils continuent à donner au peuple afghan, au pays, pour le développement et la reconstruction de l'Afghanistan. Ils se rendent compte que l'Union européenne étant la première puissance mondiale en termes d'aide au développement, 50% de l'aide mondiale vient de l'Union européenne, ils se rendent compte qu'il serait intéressant pour eux d'avoir une contribution de l'Union européenne. Il faudra voir ce que les talibans veulent et quel genre de pays ils veulent construire pour déterminer si on peut s'engager et pour combien on peut s'engager. La pression financière pour protéger les droits humains, les Afghans ont du mal à y croire. Si les talibans restaurent la dictature islamiste, certains promettent une réponse bien plus radicale, prendre les armes, au risque de réveiller un spectre qu'ici personne n'a oublié, celui de la guerre civile.